Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de revoir avec nous, et pas parmi nous malheureusement, mais avec nous, Benoît Billan, qui était déjà venu au Mercredi Janard nous faire une conférence que nous avions reproduite en grande partie dans Royaliste. Benoît revient avec un livre qu'il a publié cette année, La guerre, la pensée, l'affaire. Je vais lui laisser le soin de présenter ce livre et ensuite j'engagerai un premier dialogue avec lui et ensuite, bien sûr, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Cher Benoît, vous avez la parole. Bonsoir à tous et merci Bertrand, merci de cette nouvelle invitation. Effectivement, j'aurais préféré que ce soit en personne, c'est plus convivial, mais on va s'adapter au contexte. Donc effectivement, ce livre, c'est un recueil. Ce livre, La guerre, la pensée, l'affaire. C'est un recueil d'un certain nombre de textes que j'ai publié entre 2010 et 2015 dans le magazine Défense et Sécurité Internationale, donc DSI, dont j'étais l'un des contributeurs et puis dont j'ai été rédacteur en chef adjoint jusqu'à mon départ pour d'autres activités professionnelles en 2015, et dans lequel j'avais notamment une chronique de stratégie qui s'appelait Penser la stratégie, tout simplement, et qui avait pour mandat de relier chaque mois une problématique plutôt d'actualité et une mise en perspective historique. Alors, actualité, il faut pas forcément l'entendre au sens des événements qui pouvaient faire l'actualité des forces armées ou les conflits qui étaient en cours, mais plutôt d'actualité des grands débats qui animait le monde de la doctrine, le monde de la stratégie ou le monde de la politique de défense en France, mais pas seulement en France, également à l'étranger et notamment dans le monde américain, qui est quand même le principal producteur de concepts stratégiques depuis, en gros, si ce n'est 1945, en tout cas depuis les années 1980 et de manière quasiment unipolaire, comme pour le reste, depuis les années 90. Est aussi en train de changer. Donc ce sont des textes qui ont comme fil conducteur la relation entre la stratégie d'un côté contemporaine et de l'autre côté l'histoire, et l'histoire militaire en particulier bien sûr, mais pas seulement, et qui sont des textes relativement courts. C'était des textes autour de 10 000 signes à peu près, donc ça fait des chapitres assez digestes, je dirais. Et tout le défi a été de reprendre ces textes, de les trier, puisque j'ai dû faire des choix, même si j'ai réussi à en reproduire la majorité dans ce livre. Tous n'étaient pas adaptés à une republication, soit parce que certains avaient un petit peu vieilli, soit parce que ils étaient sur des thématiques qui se recoupaient avec d'autres textes ou qui étaient peut-être un peu plus anecdotiques. Donc j'ai essayé de choisir les meilleurs, autrement dit, pour les regrouper dans ce livre et de les organiser de façon à ce que ça soit pas seulement un recueil de textes, mais que ça puisse former, je dirais, un ouvrage à la fois de découverte et de réflexion sur la stratégie. C'est-à-dire que j'ai essayé d'organiser, ce qui n'est pas forcément toujours évident, j'ai essayé d'organiser ma propre pensée sur les questions stratégiques. Et donc, ces textes se sont retrouvés organisés en un certain nombre de parties qui essayent de reproduire une progression logique dans l'élaboration d'une pensée stratégique. Donc, à chaque fois, ce sont des verbes. On a d'abord considéré. On considère le problème. À quoi a-t-on affaire? Donc, ce sont des textes qui traitent essentiellement de la nature de la stratégie, d'un certain nombre de ses caractéristiques, certains grands principes, on va dire. Ensuite, il y a comprendre, qui est plutôt, une fois qu'on a identifié la question à laquelle on fait face, et on essaye de l'appréhender plus en détail et à comprendre. Et là, on va trouver comment choisir ou ne pas choisir justement ces exemples historiques
essayer de réfléchir à des questions comme y a-t-il des principes à la guerre, hein, c'est l'un des textes, on pourra y revenir. Et puis ensuite, une fois qu'on a commencé à dégrossir finalement ce sujet-là, il y a la troisième partie, si on veut, s'appelle imaginer, parce que il me semble, c'est très important, on a tendance à faire de la stratégie un acte technique. Or, pour moi, en quoi je suis évidemment pas ni le seul ni le premier à le dire, on le trouve déjà avec une grande force chez Clausewitz, par exemple. La stratégie est un acte d'imagination. Donc la troisième partie s'appelle imaginer parce que bien pour faire de la stratégie, il faut faire preuve de créativité. Et c'est pas même si la finalité est violente, c'est un art, et donc tout art suppose création et donc imagination. Et puis ensuite on rentre dans le comment. Une fois qu'on a identifié le problème, qu'on a envisagé, qu'on a essayé de le comprendre, qu'on a imaginé la façon dont on allait fixer des buts et puis peut-être trouver le chemin pour les atteindre, eh bien on doit mobiliser les armées. On doit ensuite organiser. Et puis il faut décider, puisqu'on est dans un art de l'action. La stratégie, c'est de l'action. Guidée par l'intelligence, mais on est quand même en permanence face à des décisions. Et c'est important dans une société, je pense, où justement on fait tout pour décider le moins possible. Et puis vient la question, l'épreuve du combat, et donc il s'agit de frapper l'ennemi pour le vaincre, pour le contraindre à céder la place à nos buts stratégiques et donc contraindre sa volonté. Et la dernière partie qui est un petit peu qui a été un des fils conducteurs de mon travail à DSI, s'appelle vaincre, 3 petits points, ou pas, parce que en fait la question de la victoire est une question difficile, et que on est quand même dans un contexte depuis la fin de la guerre froide où on déclare fréquemment des victoires qui se révèlent ne pas en être du tout, et on passe finalement beaucoup de temps à chercher cette victoire qui semble nous échapper de plus en plus. Donc voilà un petit peu l'économie générale de ce livre. C'est un livre qui s'est nourri évidemment, je disais de l'histoire bien sûr, d'un certain nombre de penseurs qu'on retrouve ou explicitement ou par un certain nombre d'idées tout au long de ce livre. J'ai cité Clausewitz, mais il y a évidemment pas que lui. Il y a des penseurs français comme Beaufre par exemple, comme Poirier, ces grands penseurs de la guerre froide. Il y a l'école soviétique, puisque je travaille aussi sur un sujet qui s'appelle l'art opératif, qui est la façon dont justement on va mettre en œuvre la stratégie et organiser selon elle les actions de combat et construire ce qu'on appelle donc des opérations. Et notamment parmi ces penseurs soviétiques, j'en distingue un en particulier qui est Alexandre Vietchine, qui est peut-être le penseur militaire le plus important du XXe siècle, même s'il est quasiment inconnu du public français. Et voilà, donc il y a un certain nombre de penseurs, il y a aussi un certain nombre d'exemples historiques. Alors la Seconde Guerre mondiale est très présente parce que d'abord c'est un conflit qui est extrêmement riche en exemples, et puis parce que c'est un conflit qui parle à chacun de nous, puisque finalement notre image de la guerre moderne c'est quand même beaucoup façonné autour de la Seconde Guerre mondiale. J'ai essayé de choisir des exemples aussi plus originaux, peut-être moins connus du public français. Il y a beaucoup d'exemples aussi de la guerre froide, puisque finalement c'est l'origine de nos appareils militaires contemporains. Et puis il y a des incursions dans une actualité qui à l'époque était brûlante, qui l'est forcément moins aujourd'hui avec le recul. Mais il peut être question par exemple de l'Afghanistan, de l'Irak, qui étaient les conflits qui marquaient l'actualité à l'époque où j'écrivais ces textes. Donc voilà un petit peu ce livre. Voilà les grandes lignes de son contenu. J'ajoute, j'en profite pour remercier deux personnes. Alors d'abord Michel Goya qui m'a fait l'amitié
de rédiger la préface et qui a été mon premier chef en fait, parce que j'ai commencé à travailler en travaillant pour lui à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. C'était il y a une dizaine d'années. C'était bien pour un premier lieu, je trouve, d'avoir mon premier chef, qui n'est pas n'importe qui quand même dans la pensée militaire française, comme préfacier. Et puis la deuxième personne, c'est quelqu'un que un certain nombre d'entre vous connaissez bien, c'est Laurent Henninger, qui a été mon relecteur. Donc ça, c'est toujours un travail ardu. Qui m'a aidé à choisir les textes et puis à construire justement l'économie générale de ce livre. Donc j'en profite pour le saluer très amicalement et le remercier aussi parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais étudiant, et il y a un certain nombre des exemples et notamment la découverte des penseurs soviétiques que je lui dois. Donc voilà, j'en profite pour faire ces deux clins d'œil et voilà. Donc voilà le livre. Ça a été donc c'est un livre qui peut se lire un peu dans le sens qu'on veut, puisque finalement les textes ne se suivent pas, mais sont des incursions thématiques dans une matière qui est immensément riche, qui est celle de la stratégie, et qui malheureusement est une matière bien négligée en France, puisque l'université française a à peu près déserté le sujet depuis une quarantaine d'années au moins, et que les militaires par nécessité font en fait beaucoup de tactique, beaucoup de techniques, mais pas toujours de la stratégie. Quant aux politiques, ils utilisent beaucoup le mot, mais je pense qu'ils ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Voilà. Très bien, Benoît. Alors, naturellement, j'en profite pour saluer également le colonel Goya, qui a été l'invité de nos mercredis il y a quelques années, et bien sûr Laurent Henninger, qui vient lui aussi souvent participer à des réunions et qui nous avait récemment parlé de la Première Guerre mondiale lors de l'anniversaire, du 100e anniversaire de la guerre. Je voudrais qu'on commence, si vous voulez bien, Benoît, par des questions de définition, parce que on sait à peu près distinguer la stratégie et la tactique. On ignore tout en général de l'art opératif, dont vous avez dit un mot, et on mélange également la stratégie et la doctrine militaire. Tout ça paraît un peu la même chose. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques définitions pour qu'on puisse après se comprendre quand on va parler de ce qui se passe en fait quand on fait la guerre ou quand on la prépare? Oui, bien sûr. Alors la définition, même si vous avez raison, c'est sans doute les termes que tout le monde connaît le mieux, mais c'est quand même toujours utile de les redéfinir. C'est la distinction entre tactique et stratégie. La tactique et la stratégie, c'est deux termes qui nous viennent de l'Antiquité grecque, au départ. La stratégie, comme la tactique, ont été finalement redéfinies au XVIIIe siècle. Et la tactique spécifiquement, depuis Clausewitz, c'est tout simplement la théorie du combat, c'est-à-dire comment on va enseigner, concevoir l'utilisation des forces armées et de leurs outils, donc des armes, des hommes et des armes, au combat. C'est le plus simple finalement, et c'est ce que tout le monde connaît. La stratégie, c'est un petit peu plus compliqué, puisque la stratégie, c'est finalement comment on va partir de la politique et mettre cette politique en action pour, là je vais citer Clausewitz, employer les combats favorablement à la guerre. Voilà la nature de la stratégie. La stratégie, la tactique, ça nous apprend comment combattre. La stratégie, c'est comment utiliser les combats favorablement à la guerre. La politique arrive, puisque c'est la politique qui décide des buts de la guerre, et la stratégie va donc essayer de réconcilier ce qui se passe sur le champ de bataille avec ce qui se passe au niveau politique.
Le problème, c'est que assez souvent, eh bien, on se rend compte qu'il est assez difficile d'employer favorablement les combats à la guerre. On fait des combats qui ne mènent nulle part. On a des combats dont on ne sait pas tirer les bénéfices. Avec la complexification énorme, particulièrement à partir du 19e siècle, des armées et de leurs équipements, de leur méthode de combat, la stratégie va avoir de plus en plus de mal à employer les combats favorablement à la guerre. L'exemple, je dirais, caricatural, c'est la Première Guerre mondiale, où on sait combattre. La tactique s'adapte en fait assez vite aux conditions nouvelles, mais par contre, on ne sait pas comment gagner. Et on ne sait pas comment utiliser tous ces combats favorablement à la guerre. De là, l'art opératif, qui vise justement à donner à la stratégie les moyens, ce moyen s'appelle l'opération, d'employer les combats favorablement à la guerre. Voilà à peu près les trois termes. La doctrine, c'est encore autre chose. La doctrine, c'est encore autre chose. Le mot doctrine, c'est un mot qui vient du vocabulaire religieux au départ, c'est en fait la façon dont une armée donnée, par rapport à un contexte stratégique et donc politique, mais aussi social, par rapport à des moyens, par rapport à tout ça, c'est la façon dont une armée, par rapport à ce contexte-là et par rapport au but qu'on lui fixe, va concevoir l'utilisation de ces moyens. Donc, c'est une certaine orientation qu'on donne à la tactique, à l'art opératif, quand on le pratique, et, in fine, à la stratégie. Alors, il y a un autre point que j'aimerais que vous puissiez souligner, c'est que quand on lit un peu d'histoire militaire, on a l'impression que finalement, tous ces combats obéissaient à une certaine logique, puisqu'on connaît le résultat, et que les choses devaient arriver nécessairement comme ça. Alors qu'il y a un principe dont vous parlez beaucoup dans votre livre, c'est le principe de l'incertitude. La guerre, vous avez un chapitre sur décider, la décision se fait toujours dans l'incertitude, parce que les plans d'opération qu'on a prévus ne fonctionnent pas. Il y a ce que Clausewitz appelle le brouillard de la guerre, qui fait que, bah voilà, on n'a pas prévu, on s'est trompé sur certains points au départ, et il y a le facteur d'incertitude. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cela? Oui, alors je vais commencer par faire une précision. Clausewitz n'a jamais parlé du brouillard de la guerre. Ah bon, En fait, alors, ça c'est une invention beaucoup plus tardive. Clausewitz fait référence à 2-3 reprises au brouillard, mais en fait, il parle du vrai brouillard, c'est-à-dire celui de la météo, pour dire que justement, que parfois on est comme dans le brouillard, mais que en fait, ce dont Clausewitz parle et ce à quoi il relie l'incertitude, c'est un concept beaucoup plus riche qui s'appelle la friction. Le brouillard de la guerre, c'est quelque chose qui a été redécouvert par les Américains dans les années 80 et qui cherche qui cherche à dissiper par des moyens technologiques. Mais en fait, c'est une mauvaise lecture de Clausewitz. Clausewitz parle de la friction et dit que la friction, c'est totalement indépendant en fait de est-ce que on a un drone qui braque sa caméra sur ce que fait l'adversaire. La friction, c'est le fait que dès que vous mettez un système militaire ou autre, une organisation humaine en action, il va se passer tout un tas d'événements fortuits, imprévisibles, qui vont en fait faire complètement dériver l'idée que vous vous étiez fait de l'action par rapport à la réalité. Un exemple, et là c'est là que le brouillard intervient. Un exemple, vous devez aller d'un point A à un point B, mais ce jour-là, il y a du brouillard. On est avant l'invention du GPS, chez Clausewitz. Ce jour-là, il y a du brouillard, et donc la troupe que vous avez envoyée pour surprendre l'ennemi se perd, n'arrive pas du tout au bon endroit, votre embuscade est ratée. Voilà. Ça, c'est en fait, c'est ce type d'exemple qu'utilise Clausewitz, mais il y en a d'autres. Vous transmettez l'information à votre subordonné, et puis en fait, il y a un malentendu entre vous, vous ne vous êtes pas compris. Et ça peut arriver avec les meilleures technologies du monde. Il y a un malentendu, il fait pas ce qui est prévu, ou alors il vous rapporte une action, vous la comprenez de travers et vous faites une idée fausse de la situation, et du coup vos ordres sont en décalage avec la réalité. Pareil, le plan dérive. Et donc effectivement, ça, en fait, c'est quelque chose qui est
frappant et central chez Clausewitz, qui en donne énormément d'exemples, en fait, c'est ce concept de la friction. La friction, c'est dès qu'on met, c'est en fait la résistance que le monde oppose à notre volonté finalement. C'est le fait que toutes les tentatives qu'on fait pour agir se heurtent à tout un tas d'imprévus, et puis qui font que même si l'ennemi ne fait rien, c'est déjà difficile d'agir. Alors en plus s'ajoute évidemment un autre facteur d'incertitude énorme, c'est ce qu'il y a dans la tête de l'adversaire. À quoi pense-t-il? Que veut-il? Parce que ses buts à lui sont pas forcément toujours évidents. Que cherche-t-il à faire? Et donc, que va-t-il faire? Et toute cette capacité à comprendre et à anticiper l'adversaire, eh bien, c'est aussi une source énorme d'incertitude puisque encore une fois, on n'est pas dans sa tête par définition. L'exemple, c'est finalement le jeu d'échecs ou le jeu de Go, où on voit parfaitement le terrain de jeu, on voit le plateau. Ça n'empêche que face à un adversaire malin, eh bien, il pourra peut-être éventuellement vous surprendre en faisant un mouvement que vous n'aviez pas anticipé, que vous n'aviez pas imaginé. Alors, ce sont entre guillemets de mauvais exemples, puisque aujourd'hui les ordinateurs, comme vous le savez, savent en fait modéliser suffisamment de mouvements en avance pour qu'il n'y ait plus de surprises dans ce domaine-là. Mais à la guerre, comme on est dans un monde ouvert, et pas le monde fermé de l'échiquier ou du plateau de Go, eh bien cette incertitude, elle est permanente. Et oui, c'est un point central, et c'est malheureusement un point avec lequel on est de plus en plus mal à l'aise, puisque nous vivons dans des sociétés de la réduction du risque et des sociétés du zéro défaut, du zéro mort, du zéro incertitude. Le problème, c'est que ça nous handicape énormément pour faire la guerre, puisque pour faire la guerre, non seulement il faut accepter l'incertitude, mais il faut prospérer dans l'incertitude. C'est-à-dire qu'il faut quasiment aimer ça. Alors, il y a une façon de réduire l'incertitude, c'est le renseignement, mais bien connu par le cinéma. Mais vous racontez, vous expliquez dans votre livre que en 1945, Eisenhower, enfin les troupes anglo-américaines sont à 80 km de Berlin et que Eisenhower décide de ne pas avancer et prendre Berlin parce que le renseignement lui dit que les Allemands se regroupent dans la zone alpine, une zone montagneuse où ils veulent faire un réduit, parce qu'ils sont dangereux, il faut dans la Ruhr, il y a encore beaucoup de troupes qui sont pas réduites, parce que ils vont se précipiter vers le Danemark, je sais plus très bien le détail, mais toute une série de renseignements qui viennent de l'espionnage américain et qui font que Eisenhower ne prend pas Berlin, ne prend pas Prague, et naturellement, le sort de l'après-guerre se joue là. On a l'impression que l'avancée soviétique est foudroyante, que de toute façon, ils devaient arriver à Berlin parce qu'ils avaient leurs chars, etc. Et en fait, on s'aperçoit que non, les Anglo-Américains et les Français aussi auraient pu prendre Berlin, prendre Prague et changer la carte de l'Europe après la fin des hostilités. Oui, alors c'est un des plus beaux exemples d'auto-intoxication de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, puisque en fait le renseignement allié, sur la base de quelques initiatives de propagande du Troisième Reich qui est en train de mourir, qui annonce effectivement ce réduit alpin quelque part au sud de la Bavière et puis bon, il y a déjà le mythe des armes miracles est quand même aussi à l'époque actif et activé par la propagande allemande. En fait, les Alliés se persuadent, mais tout seuls, parce qu'en réalité, il n'y a aucun renseignement tangible, il n'y a pas d'information réelle. Ils se persuadent effectivement qu'il y a des légions entières de nazis fanatiques qui vont se retrancher dans les montagnes autrichiennes et du sud de l'Allemagne et faire une guérilla. Et Eisenhower, à ce moment-là, est face à une situation qui est aussi une situation de vide politique.
Pourquoi? Parce que Roosevelt meurt. Truman reprend évidemment la continuité, mais n'est pas encore fermement installé au règne du pouvoir. Eisenhower doit donc décider tout seul, et il décide l'option de la prudence, avec une inconséquence politique totale, puisqu'en fait, il ne comprend absolument pas les enjeux politiques, même si Churchill, lui, le presse d'aller à Berlin et de foncer sur Berlin. Et il y a effectivement une fenêtre de tir, puisque en fait, les Allemands, face aux Soviétiques, résistent réellement, pour le coup, comme des acharnés face à Berlin, alors que face aux Américains, il est permis de penser, même si rien, on peut rien affirmer, mais il est permis de penser qu'ils auraient certainement pas opposé la même résistance, sachant que l'alternative était d'avoir l'armée rouge conquérant leur ville avec toutes les exactions qu'on connaît. Et donc effectivement, ça c'est un exemple d'auto-intoxication énorme, mais c'est aussi un bon exemple de l'état d'incertitude permanente dans lequel est un commandant en chef. Même un commandant en chef comme Eisenhower en avril 1945, à un moment où très clairement la guerre est gagnée, il le sait, mais il y a eu le précédent de l'offensive des Ardennes en décembre 1944, où pour le coup le renseignement allié n'a rien vu venir, ou n'a rien voulu voir venir, plus exactement, où là pour le coup il pensait réellement que les Allemands étaient finis. Il l'avait pensé une première fois, pour ceux qui ont vu le film Un pont trop loin, au moment de l'opération Market Garden en septembre 1944, cette gigantesque opération aéroportée aux Pays-Bas. Ils avaient cru que les Allemands étaient déjà finis, qu'ils avaient plus que des vieillards et des enfants. En manque de peau, il leur restait quelques Panzers et les parachutistes britanniques en ont fait les frais. Ils se font resurprendre aux Ardennes et finalement, chat échaudé, fin l'eau froide, et Eisenhower en 45 se persuade que Hitler a encore des atouts dans sa manche et choisit la prudence. Mais effectivement, c'est un très bon exemple de l'incertitude de guerre, non pas l'incertitude qui est liée à une situation de faiblesse, mais l'incertitude qui est liée à tout ce conditionnement qui se fait par l'événement. Vous avez été surpris 2 fois par un adversaire qui prouve, alors qu'à chaque fois on le croit fini, qu'en fait il a toujours de la ressource. La 3e fois, on va pas vous la faire. Vous n'allez pas vous faire avoir. Sauf que manque de peau, la 3e fois, il était vraiment fini. Et ce qu'il fallait faire, c'était prendre des options politiques contre l'autre adversaire, enfin celui qui est en train de devenir le nouvel adversaire, qui est l'Union soviétique. Et ça, Eisenhower ne le comprend pas du tout. Autre point, c'est le poids de l'expérience historique qui vous fait tromper complètement. Je m'explique très très mal, mais vous prenez l'exemple des chars. Vous dites que à partir de la bataille de Koursk, les chars ne font plus la percée sur aucun front. Et je me souviens que dans ma jeunesse, au temps de la guerre froide, on attendait une percée des chars soviétiques, et l'invasion de l'Allemagne par les chars, etc., et la ruée sur la France, puisqu'ils étaient qu'à, je ne sais plus, 2 étapes du Tour de France. Donc on a vécu, et une partie de l'armée a vécu dans cette idée qu'on allait répéter les grandes batailles de chars des années de la Seconde Guerre mondiale, et alors que depuis 1943, c'était terminé. Oui, alors il y a juste, je rajouterai une note dans la réédition de la prochaine édition du livre. Il faut quand même noter à Koursk que les résultats sont contrastés, puisque l'historiographie la plus récente, pour le coup plus récente que mon texte, nous a appris que si au nord, effectivement, les Allemands se font stopper tout de suite par les Soviétiques, en fait, au sud, Manstein perce bel et bien les lignes soviétiques. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ça n'a plus vraiment de conséquences, puisque la contre-offensive soviétique sur les 2 ailes du saillant de Koursk s'est déclenchée, et c'est plus tellement le sujet. Mais le fond du propos, c'est qu'effectivement, tout le monde s'est focalisé sur le char, alors que le char n'est qu'une pièce dans un ensemble beaucoup plus complexe, qui est un ensemble interarmes, et où, en réalité, c'est bien l'infanterie et l'artillerie
qui généralement perce, alors largement mécanisé, hein, tout ça, mais qui perce, et le char va plutôt venir exploiter. Et puis, en fait, on se rend compte depuis 1943, mais a fortiori depuis ces dernières années, que la mécanisation généralisée des armées, le fait que tout le monde soit doté de blindés et tout le monde soit doté du moteur combattant, hein, ce que De Gaulle appelait le moteur combattant, il bien fait qu'en fait le char n'est pas dominant. Il est une pièce dans un ensemble bien plus compliqué. Ça ne veut pas dire que la percée n'est pas possible, ça veut juste dire que se focaliser sur le char, c'est effectivement une erreur. Mais il y a ça assez souvent, parce que vous parliez des exemples historiques, il y a ça en réalité assez souvent dans la manière dont les militaires eux-mêmes, mais aussi les universitaires, interprètent les leçons de l'histoire. Pour deux raisons. La première, je l'ai un peu esquissée, c'est que finalement, on travaille toujours avec une vision imparfaite du passé. Les leçons de l'histoire, c'est les leçons de l'histoire telles qu'on la connaît à l'époque où on écrit, mais une découverte historique peut en fait amener à complètement relativiser ce qu'on fait. Et donc, il faut toujours rester assez prudent sur les leçons de l'histoire. Et puis, la deuxième raison, c'est que il m'est apparu à force de parcourir la littérature stratégique, qu'en fait, il y a comme les historiens, alors les historiens français particulièrement, mais pas que eux malheureusement, les historiens se sont beaucoup désintéressés du fait militaire d'une part, et même quand ils s'y intéressent, se sont beaucoup désintéressés de ce que j'appellerais la théorisation de manière générale, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des historiens qui sont des spécialistes d'un micro-sujet, mais on en a très peu qui s'élèvent à des considérations générales. De l'autre côté, l'essentiel de la littérature stratégique est faite par des politistes et des spécialistes en relations internationales, qui sont des gens qui ne sont pas des historiens, et qui donc, quand ils ont besoin de se nourrir de l'histoire, vont lire des historiens. Le problème, c'est que souvent, ils lisent tous les mêmes, c'est pas forcément les plus récents, et voyagent comme ça depuis 1945 à peu près, un ensemble d'exemples qui sont toujours les mêmes, dont la moitié à peu près est fausse et l'autre moitié demanderait à être relativisée ou retravaillée à la lumière de l'étude historique, et qui continuent d'être de véritables poncifs de la stratégie. L'exemple classique, c'est de dire la ligne Maginot, l'exemple de quelque chose d'inutile. C'est pas inutile puisque ça a obligé les Allemands à faire une planification en fonction de son existence. Ils ont quand même pris la peine de la contourner, ce qui veut dire que le problème qu'elle posait n'était pas si inutile. Mais en fait, comme ils ont réussi à la contourner, on en déduit les lignes Maginot, c'est-à-dire l'idée de système défensif, sont inutiles. Et on en conclut une conclusion fausse sur le primat de l'offensive. Alors qu'effectivement, depuis 1943, ce qu'on observe, c'est plutôt un primat de la défensive. Et que les offensives sont possibles, mais qu'elles supposent des pertes colossales. Pourtant, sur la base d'un exemple, qui est un exemple erroné, on en a déduit pendant des décennies que l'offensive était toujours supérieure à la défensive et qu'en plus, l'offensive pouvait ne pas être coûteuse. Or, en fait, c'est faux. Voilà un exemple de la façon dont on utilise l'histoire en y piochant des exemples qu'on choisit parce que ce sont ceux qui nous arrangent. Comme on a face à nous aujourd'hui des historiens qui sont des historiens du détail, je dis pas ça de manière péjorative, mais c'est parce qu'ils s'intéressent à des événements de plus en plus précis. Eh bien, on manque très souvent de mise en perspective. Et donc, les gens qui procuraient ces mises en perspective, les Lee de Lark, les Fuller, les penseurs des années 50-60, dont les exemples sont incroyablement datés aujourd'hui, et qui eux-mêmes les utilisaient, c'est le cas de Lee de Lark par exemple, les utilisaient d'une manière assez biaisée, continuent en fait d'imposer leur vision de l'histoire finalement à la stratégie. Et le résultat, c'est qu'effectivement, on continue de véhiculer des poncifs en faisant des enseignements historiques, alors que pas du tout. Alors, on va peut-être, si vous voulez bien, parler un petit peu de la guerre froide.
La guerre froide, moi, je l'ai vécue, c'est ma génération. Et à la NAR, on avait pour maître le général Gallois qui venait nous enseigner très régulièrement. Et d'ailleurs, tous nos articles importants sur les questions militaires lui étaient montrés avant publication. Donc, c'était véritablement un maître à penser. C'est lui qui nous a appris les principes de la dissuasion nucléaire et voilà. Donc, vous dites d'ailleurs dans votre livre que cette première époque, enfin l'époque de la République gaullienne, est l'époque justement où il y a une pleine cohérence entre l'objectif politique de l'indépendance nationale, qui est fixé par le général de Gaulle, et la dissuasion nucléaire, qui est le moyen de garantir en tout état de cause et face à une très grande puissance qu'est l'Union soviétique, cette indépendance nationale. Et toute l'armée, l'armée classique, conventionnelle, est conçue en fonction de la guerre nucléaire telle que nous la concevons en France. Après, naturellement, les choses se passent. Mais alors, du côté des États-Unis, les choses sont moins claires. Vous dites que la mise, enfin, bien sûr, on se souvient tous de la dissuasion nucléaire, des deux parties, de l'équilibre de la terreur. Mais est-ce que les Américains avaient une conception extrêmement claire de la dissuasion nucléaire et de son éventuelle mise en œuvre? Alors, contrairement à la France, il n'y a pas du tout ni la même cohérence ni la même constance, parce qu'en fait, vont se succéder aux États-Unis plusieurs conceptions, et pas forcément des conceptions, je dirais, harmonieuses entre elles, de la dissuasion nucléaire. Vous allez avoir des conceptions plutôt de dissuasion, mais à côté de ça, il va y avoir aussi des doctrines plutôt d'emploi, c'est-à-dire qui postulent les moyens d'utiliser l'arme nucléaire, y compris d'ailleurs pendant un temps avec des velléités d'emploi offensif de l'arme nucléaire, qu'on trouve notamment dans un certain nombre alors qui sont pas affichés comme ça, mais qui vont se manifester par à l'époque où les Américains se font peur avec le fameux missile gap, donc cette idée que les Soviétiques auraient la supériorité des missiles, qu'ils auraient un plus grand nombre de missiles armés de têtes nucléaires. Vous avez un certain nombre de généraux américains, notamment Curtis LeMay, qui est un général de l'armée de l'air et qui est un des artisans qui a été un des artisans des bombardements stratégiques, alors d'abord sur l'Allemagne, mais surtout sur le Japon, et qui commande l'US Air Force, qui pose sur la table l'option d'une frappe nucléaire préventive contre l'URSS avant que justement le missile gap soit tellement important qu'on ne puisse pas le rattraper. C'est ce qui a inspiré Stanley Kubrick pour réaliser Dr. Folamour. C'est cette période-là. Vous avez une doctrine sous Eisenhower qui est beaucoup plus proche de la doctrine française, mais avec les moyens américains, c'est-à-dire que là où la doctrine française, c'est l'arme nucléaire n'est pas faite pour être utilisée, mais sachez que si vous nous attaquez, nous nous en servirons et que les dommages qu'on vous infligera seront tels que le jeu n'en vaut pas la chandelle finalement. Eh bien, chez Eisenhower, on a cette idée, c'est la doctrine des représailles massives, qui dit si vous attaquez les États-Unis, nous vous infligerons des dommages tels que effectivement le jeu n'en vaudra pas la chandelle. En revanche, c'est pas une dissuasion du faible au fort, c'est bien une dissuasion du fort au fort. Puisque les moyens américains sont considérables. L'idée d'Eisenhower derrière, c'est de réduire la dépense militaire, puisqu'il le dira d'ailleurs, il craint l'extension du complexe militaro-industriel. Mais arrive Kennedy, la doctrine change. Ça devient une doctrine de riposte graduée, avec l'idée qu'on pourrait peut-être, dans une crise grave, utiliser une petite arme nucléaire pour faire passer un message, et qu'il faut quand même des forces conventionnelles assez puissantes pour intervenir dans des crises où on ne veut pas être face à une option binaire, rien ou arme nucléaire. Donc, on a une évolution de la doctrine. Revient avec Reagan, au début des années 80,
une vision beaucoup plus agressive de l'utilisation de l'arme nucléaire, avec l'idée de frappe, alors non pas préventive comme Curtis LeMay pouvait le préconiser, mais de frappe préemptive, c'est-à-dire l'idée que dans une crise, et notamment si les soviétiques venaient à envahir l'Europe, eh bien, il pourrait être nécessaire de mener une série de frappes nucléaires de faible puissance, tout est relatif, hein, bien sûr, de faible puissance assez ciblées pour contraindre les soviétiques à interrompre leur offensive. Donc on voit qu'en fait on a une évolution beaucoup plus grande qu'en France, où une fois que la doctrine est posée, elle a une telle cohérence que finalement elle est totalement pérenne. Aux États-Unis, en fait, la vision de l'emploi de l'arme nucléaire évolue au cours du temps en fonction d'un contexte stratégique changeant, parce que ça correspond à la situation dans laquelle les États-Unis se trouvent ou pensent se trouver à ce moment-là de la guerre froide. Et on voit aussi qu'on a une différence entre une doctrine française qui est vraiment une doctrine de défense nationale et une doctrine américaine qui est une doctrine de superpuissance en train d'affronter une autre superpuissance et qui donc fait un usage beaucoup plus actif, non pas de l'arme nucléaire pour le coup, mais de la doctrine nucléaire, puisqu'il y a aussi tout un volet déclaratoire derrière. Donc on est dans un contexte assez différent chez les Américains, puisque l'arme nucléaire a une utilisation politique et pas seulement de défendre le territoire et de manifester la grandeur de la France, comme en France, mais la grandeur du pays, mais bien une doctrine mais chez eux, l'arme nucléaire a une fonction, et la doctrine est rédigée comme ça, d'outil de puissance, même si on ne s'en sert pas, et conditionne, par contre, pour le coup, et ça c'est comme en France, conditionne la façon dont le reste de l'outil militaire s'agence. C'est-à-dire que le fait d'avoir une doctrine de représailles massives permet à Eisenhower de réduire le volume des forces conventionnelles, ou en tout cas de le maintenir dans un degré qu'il estime financièrement notamment et socialement raisonnable. Dès lors qu'on passe à une doctrine de riposte graduée avec Kennedy, on a au contraire un investissement plus grand dans les moyens conventionnels, puisqu'il faut justement se créer des options non nucléaires. Donc voilà la façon dont les Américains envisagent les choses, et ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire que là où la France reste attachée, malgré tout, à la doctrine de dissuasion gaullienne, les États-Unis continuent de faire évoluer leur doctrine nucléaire et continuent de faire évoluer leur doctrine et leur vision de l'emploi de l'arme nucléaire. Très bien, merci beaucoup. Oui, qui demande la parole? J'en ai une voix, mais... Vas-y, je t'en prie. Alors, je vais peut-être commencer par si Laurent a envie de poser la première question. D'accord. Donc déjà, merci beaucoup pour cet exposé qui était vraiment très intéressant. J'aurais une première question sur les nouveaux enjeux des guerres, parce qu'on se retrouve quand même dans une situation où les conflits pour les ressources qui ont l'air d'être de plus en plus rares, on parle de guerre pour les métaux rares et de pics pétroliers. Donc ce sont des thèmes qui sont de plus en plus récurrents dans l'actualité. Et donc selon vous, dans quelle mesure on va pouvoir mener des guerres justement avec un accès restreint à ces ressources? Eh bien, je pense pas que ça empêche de mener des guerres. Il y aura qu'il y ait des problématiques d'accès aux ressources, il y en a toujours eu. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, qui est finalement le seul vrai exemple qu'on ait de guerre de haute intensité totale entre différentes alliances. Il y a une énorme composante qui est une composante de recherche de ressources rares pour alimenter la machine de guerre, ou de développement de tout un tas de palliatifs lorsqu'elle manque. L'effort allemand dans le domaine du pétrole synthétique, par exemple, du pétrole de synthèse et de la pétrochimie est un excellent exemple de qu'est-ce que fait une puissance quand elle a besoin d'une ressource qu'elle y a difficilement accès et qu'elle doit quand même continuer à combattre. Alors ça finira par leur causer par devenir un handicap énorme, que ce soit des Allemands ou de l'autre côté du globe des Japonais, parce que l'axe est tout le temps à court de pétrole. C'est même une des motivations principales pour laquelle les Japonais rentrent en guerre en 1941. Mais il y a d'autres ressources plus rares. On peut parler du tungstène notamment je crois pour les obus anti-chars, et un certain nombre de métaux également
qui sont utilisés pour des alliages. Donc la problématique des ressources, elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Non, elle existe de toute manière lorsqu'on est dans le cadre d'une guerre industrielle, puisque effectivement les ressources ne sont pas réparties de manière uniforme sur la planète, donc on a toujours des problèmes d'approvisionnement. C'est un petit peu une norme. C'est la raison pour laquelle un pays comme la France se doit d'avoir une marine, par exemple, parce que la marine, c'est ce qui nous permet d'aller chercher les ressources si vraiment on en arrive là, mais surtout de protéger les approvisionnements lorsque c'est nécessaire. Mais je dirais qu'au-delà de ça, eh bien, quand on n'a pas les ressources, on fait ça. C'est-à-dire que c'est l'objectif politique qui détermine l'occurrence et les buts de la guerre. Donc, si la politique décide qu'il faut quand même faire la guerre, on va chercher à compenser son manque de ressources. On va chercher à faire sans parce que le jeu en vaut la chandelle. Après, on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui est sûr, c'est que nos armées, et ça c'est aussi une vraie question pour le coup là de stratégie, à force de viser la haute technologie en tout, on finit par avoir des limites liées justement à l'accès à un certain nombre de ressources. Il est nécessaire, me semble-t-il, que la planification de défense et que la stratégie nationale prennent en compte cette question des ressources, y compris pour bien faire des choix technologiques qui nous permettraient d'éviter d'être face à des situations de pénurie si le besoin s'en faisait sentir. Mais comme on n'envisage pas une guerre longue aujourd'hui en France, je pense pas que le problème soit abordé. Je dis pas qu'il se pose pas, je dis qu'il est probablement pas abordé. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? J'ai été déconnecté là. D'autres questions? Est-ce qu'on pourrait revenir sur d'abord sur les guerres en Irak? Parce qu'il y a eu à ce moment-là, en 1991, retour à des engagements de type conventionnel de grande ampleur qui ont existé au Vietnam, mais dans une toute autre configuration. Est-ce que vous pourriez parler de la stratégie en fait qui a été employée par l'Alliance de l'époque dans ce conflit? Oui, alors juste avant, peut-être une brève incise sur la question de conflit conventionnel ou pas conventionnel. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à faire des oppositions. En réalité, de la même manière que on pourrait faire une histoire de la Deuxième Guerre mondiale sous l'angle de la guérilla et de la contre-guérilla, le conventionnel et le non conventionnel en fait se mélangent très souvent. L'exemple des conflits israélo-arabes qui ont des phases conventionnelles extrêmement intenses et des phases beaucoup plus irrégulières, très prolongées, est un exemple. Vous parliez du Vietnam où effectivement il y a eu aussi de la guérilla, mais il y a eu aussi effectivement des combats tout à fait conventionnels. Alors s'agissant de la guerre du Golfe en 1991, le but est volontairement limité, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça reste comme une. Alors c'est une guerre qui fait débat aux États-Unis, parce qu'à la fois ça reste comme, je dirais, le moment de gloire de la superpuissance américaine post-1945, le moment où elle lave l'affront et l'humiliation du Vietnam et de la Corée avant, où le résultat n'avait pas non plus été nécessairement brillant, où véritablement l'Amérique est le leader du monde libre face à l'odieux dictateur qui est Saddam Hussein, qu'on croirait avoir été écrit par un scénariste d'Hollywood tellement on est dans la caricature. Voilà. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis même, c'est une guerre qui, particulièrement depuis que les Américains y sont retournés en 2003, est en fait extrêmement controversée
parce que il y a cette idée que en 1991, en fait, ils n'ont pas gagné ou qu'ils ont perdu leur victoire parce qu'ils sont pas allés finir le job. Et en fait, s'oppose deux logiques. La logique qui était celle de George Bush père à l'époque et de son entourage, que ce soit et en particulier, je dirais peut-être de Colin Powell qui était à la tête des forces armées américaines, il était chef d'état-major à ce moment-là, qui sont dans une logique si on fait la guerre, le but doit être clair et parce qu'il y a des contraintes diplomatiques et notamment il y a la nécessité de rassembler autour des États-Unis non seulement les alliés traditionnels, c'est-à-dire les Français, les Britanniques, mais l'ensemble des pays arabes, parce que derrière il y a la problématique israélienne. Saddam Hussein va essayer d'ailleurs de transformer le conflit en bombardant Israël à coups de missiles pour essayer de faire rentrer Israël dans la guerre et détacher les Arabes de la coalition. Donc il y a tout un jeu diplomatique assez complexe qui fait que les Américains, pour ne pas perdre l'alliance arabe, choisissent de ne pas chercher à renverser Saddam Hussein, mais de limiter l'objectif à la libération du Koweït et au rétablissement du statu quo antebellum, c'est-à-dire un Koweït non occupé par l'Irak, et d'en profiter pour affaiblir le régime irakien, c'est-à-dire le rendre incapable de continuer ses visées agressives, qui sont en fait elles-mêmes une conséquence de la guerre que l'Irak et l'Iran viennent de se livrer pendant 8 ans. On peut se poser la question de savoir si les Américains auraient dû ou pas renverser Saddam Hussein. Il n'est absolument pas certain, en revanche, que vu la configuration de l'époque, ils l'auraient pu. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au moment où se produit cette guerre du Golfe, l'URSS n'a pas encore disparu. Alors, elle n'a que quelques mois à vivre en tant qu'URSS, mais enfin, elle existe toujours. Et donc, on est toujours dans le contexte de la guerre froide. Malgré tout, même si c'est une guerre froide très réchauffée, mais quand même, tout ça pose en fait énormément de limites diplomatiques à l'action américaine pour ne pas perdre les alliés arabes et européens, mais surtout arabes, et pour jouer le jeu avec les soviétiques. Il y a des échanges très réguliers entre Américains et Soviétiques pendant toute cette affaire. L'objectif politique est volontairement limité. Le problème de considérer qu'il fallait aller jusqu'à Bagdad et virer Saddam Hussein, c'est considérer que le but de guerre de 2003 était de toute façon justifié. Ça, en revanche, ça se discute beaucoup plus. Et c'est complètement inverser la courbe du temps que de juger une guerre en 1991 à l'aune d'une situation qui va se poser en 2003. C'est pas du tout le contexte dans lequel agit George Bush père. Voilà un peu ce que je pourrais en dire. Après, au plan militaire, finalement, c'est une guerre qui a été énormément commentée, qui en fait est fondamentalement pas extrêmement intéressante parce que quand on regarde le rapport de force réel sur le terrain, l'armée irakienne avait été à l'époque qualifiée de 4e armée du monde. C'est absolument ridicule. C'est une armée qui est en fait usée d'abord par 8 ans de guerre contre l'Irak. Alors certes aguerrie dans une certaine mesure, mais en réalité extrêmement usée par la guerre Iran-Irak. C'est une armée qui a très peu de capacités logistiques. C'est une armée arabe assez classique. C'est une armée de prestige. Et elle a de prestige et de répression pour une partie d'entre elles. Sa valeur militaire est relativement faible, on le sait aujourd'hui, et elle avait pas tellement de chance face à une coalition qui en fait était quand même dotée de moyens qui avaient été faits pour s'opposer à la puissance militaire soviétique, qui était autrement plus performante. J'ai envie de dire presque même à l'époque certainement, même si l'URSS en 1991 c'était un véritable château de cartes. Mais donc militairement il n'y a pas grand chose d'intéressant à en dire. Ça a été un grand show technologique.
ça a été, enfin si, il y a une chose qui est intéressante à en dire, c'est que ça a été la source de toutes les illusions militaires avec lesquelles on se débat encore aujourd'hui, et notamment l'illusion technologique. C'est-à-dire cette idée que dès lors qu'on a des armes extrêmement perfectionnées, on va forcément gagner la guerre. Le problème, c'est que la guerre, c'est pas la bataille. Avec des armes extrêmement perfectionnées, on gagne peut-être la bataille, mais une fois qu'on a gagné la bataille, reste la question de la stratégie, c'est-à-dire comment on emploie les résultats de la bataille au profit de la guerre. Et cette question-là, elle a absolument rien à voir avec la technologie. Donc la guerre du Golfe, finalement, on pourrait dire que c'est une brillante réussite diplomatico-politique. C'est une stratégie cohérente de la part des Américains. Et c'est un bilan catastrophique parce que les Américains eux-mêmes vont pas assumer leurs propres options, et parce que d'un point de vue de la pensée stratégique, la guerre du Golfe va enfermer l'Amérique d'abord et tout l'Occident avec elle dans une fuite en avant technologique qui va la conduire à cesser de faire de la stratégie en fait. Alors vous dites que ensuite on est passé à des guerres punitives où il s'agit de tuer le chef. Et l'exemple, c'est Ben Laden, qui a été salué par la mort de Ben Laden, a été saluée par toute la presse américaine avec des titres, etc. Et finalement, bon, on a puni effectivement l'auteur des attentats de New York, mais après, les problèmes en fait. Après rien. Après, on a eu l'État islamique. Après, on a finalement plus d'attentats. Enfin, si on prend le cas, si on prend le cas européen, on peut quand même constater que il y a eu plus d'attentats sur le sol européen après la mort de Ben Laden qu'avant. Donc, je dirais que le bilan est à peu près nul. Symboliquement, ça semble évident que les Américains allaient chercher à le faire, c'est assez logique. En revanche, là encore, ça résout absolument pas le problème stratégique sous-jacent. Alors, on peut se poser la question de savoir si le problème stratégique, le problème politique et quasiment civilisationnel qui est posé aujourd'hui par l'islamisme est solvable par des moyens militaires. Je pense qu'on est quand même sur des problématiques qui dépassent le cadre de l'action militaire, mais c'est sûr que face au terrorisme, par défaut de stratégie, finalement, on se dit que si on élimine les chefs, les réseaux vont se décomposer. C'est un peu la tentative qu'ont fait quasiment tous ceux qui avaient à faire face à une insurrection, mais en ne comprenant pas que tuer le chef n'a vraiment un sens que lorsque en fait l'insurrection est déjà vaincue et qu'il s'agit juste d'éliminer soit le symbole, et la mort de Che Guevara en Bolivie, c'est en fait son élimination est un non-événement stratégique puisque la guérilla n'a aucune chance de l'emporter en Bolivie. Par contre, c'est un succès symbolique puisque ça marque finalement symboliquement l'échec de l'extension de la révolution cubaine sur le continent américain. En revanche, tuer Ben Laden, ça ne résout aucun des problèmes posés par le djihadisme. Ça résout absolument pas l'imbroglio invraisemblable dans lequel est tout le monde musulman aujourd'hui. Et donc, c'est un non-événement stratégique, en dehors de la communication qui a été faite par-dessus, parce qu'en fait, le lendemain de la mort de Ben Laden, le problème stratégique se pose à peu près dans les mêmes termes. Donc, on est face à un coup d'épée dans l'eau, finalement, même si, encore une fois, pour des raisons de politique intérieure, il était à peu près évident que les Américains avaient, pour le coup, là, besoin de le faire. Ils avaient un besoin de la politique intérieure. On n'est absolument pas dans l'avancement d'une guerre contre le terrorisme. Le problème, c'est que c'est une tentation, mais à laquelle nous, Français, on cède aussi au Sahel, notamment, hein. C'est une tentation forte de tuer le chef parce que comme on est dans une guerre sans bataille, ça permet c'est l'équivalent de planter le drapeau sur la colline, c'est-à-dire ça permet de montrer qu'on a fait quelque chose d'important.
Ça permet de communiquer. On espère que ça va désorganiser l'adversaire même temporairement. Le souci, c'est que on ne sait pas comment exploiter ces succès, puisque finalement, enfin la blague, c'est la blague. Il y a un dessin assez drôle où vous avez un terroriste en turban qui se sauve d'une maison en courant parce qu'on vient de lui apprendre que c'est lui le nouveau numéro 3 d'Al-Qaïda. Et que comme les numéros 3 d'Al-Qaïda, il y en a un nouveau à peu près tous les 6 mois, 1 an, parce qu'ils se font systématiquement tués par les forces spéciales de l'un ou l'autre pays. Évidemment, il n'est pas ravi de sa promotion. Mais derrière la blague, ce que dit surtout ce dessin, c'est qu'en fait, si on n'arrête pas de les tuer et que ça ne change pas fondamentalement la situation stratégique, bon, on a tué un symbole, mais c'est vraiment de l'ordre du coup d'épée dans l'eau. Et donc oui, la tentation punitive, elle est forte aussi dans la culture stratégique américaine parce que c'est la culture des guerres indiennes. C'est-à-dire, il y a une culture assez ancienne de criminaliser l'ennemi, d'en faire. Alors qu'on retrouve aussi sur les dictateurs, hein, parce que finalement, Saddam Hussein a aussi été criminalisé. Je dis pas qu'il n'a pas commis de crime, mais simplement, c'est une vision assez pauvre de la stratégie que de considérer que l'ennemi est un criminel. Ils vont plutôt s'intéresser à ses buts et comment les convaincre et comment les combattre et à comment lui imposer sa volonté. Mais dans la mesure où on est dans un processus politique, le souci d'éliminer le chef, c'est aussi que on punit peut-être, mais surtout à la fin, on n'a plus personne avec qui discuter de la paix. C'est-à-dire, on n'a plus personne qui accepte, qui cède à la volonté qu'on essaye d'imposer. Alors, vous parlez d'une crise du modèle expéditionnaire. C'est ça, oui. En fait un peu ce que vous venez de dire. Alors c'est deux choses, la crise du modèle expéditionnaire. D'abord il y a un élément militaire, hein, c'est qu'il faut bien comprendre que le modèle expéditionnaire, c'est justement ce modèle post-guerre du Golfe. C'est ce modèle où le déploiement de forces occidentales, hein, puisque c'est d'elles qu'on parle, était un déploiement qui pouvait se faire en toute impunité. Dans lequel la situation tactique, alors c'est caricatural sur les interventions que la France a pu mener en Afrique dans ces 10-15 dernières années, tactiquement la suprématie des forces armées occidentales est totale. Donc en fait, les expéditions, c'est ce modèle expéditionnaire, c'est un modèle d'intervention où le risque initial, en tout cas, est assez faible. On risque assez peu de se faire couler ses bateaux ou abattre ses avions avant d'arriver sur place. Et une fois qu'on est sur place, lorsqu'il y a combat, on dispose d'une suprématie tactique qui est à peu près totale. Bon, cette situation-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître parce que il y a une prolifération pour le coup, d'armes et de technologies qui se diffusent à un nombre de plus en plus grand d'acteurs et dont on voit bien, et l'exemple alors, il a été pas mal question dans la presse spécialisée ces derniers temps, mais l'exemple de ce qu'ont fait les Azerbaïdjanais face à l'Arménie, avec notamment des drones assez low cost utilisés en salve massive pour aller saturer les défenses de l'adversaire. Bon, c'est quelque chose qui avait déjà été plus ou moins essayé dans certaines configurations en Syrie ou en Irak par l'État islamique, et donc c'est à la portée d'adversaires pas très, qui ne sont pas des grandes puissances, et ça peut infliger des pertes conséquentes. Ou en tout cas, on revient dans un combat de type attritionnel, c'est-à-dire où on a des pertes de part et d'autre, chose auxquelles on n'a plus l'habitude. On a l'habitude que les pertes soient du côté de l'ennemi, mais pas tellement du côté de nos forces. Donc ça va être un premier frein parce que ça peut inhiber politiquement le fait d'intervenir. Et deuxième frein, qui est opérationnel, nos armées aujourd'hui sont conçues pour opérer dans des environnements où elles ont une totale liberté de manœuvre. Ce ne sera plus le cas dans le futur, et donc ça suppose des structures de force, des équipements, mais aussi de lourds investissements qu'on n'est pas du tout prêt à consentir. Il faut bien comprendre que si on commence à investir dans nos moyens défensifs la même chose que ce qu'on doit investir dans nos moyens offensifs,
il va falloir multiplier le budget de la défense par un certain facteur. C'est pas nécessairement, en tout cas s'agissant des pays européens, c'est pas nécessairement ce à quoi nous sommes prêts. Et puis il y a un deuxième problème qui est le problème de fond, qui est que même si on est en mesure d'intervenir, toutes ces expéditions militaires depuis 2001, finalement, sont toutes des échecs. L'Afghanistan, c'est un échec. L'Irak, c'est un échec. La Syrie, pour le peu qu'on a fait, c'est un échec. La Libye, c'est un échec scandaleux. Le Sahel, c'est pas brillant. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, dans le meilleur des cas, on est en mesure de stabiliser une situation, mais on n'est absolument pas en capacité de résoudre les problématiques politiques sous-jacentes. Et puis très souvent aussi, on se pose la question de quels sont nos buts. Quels sont nos buts de guerre? Déjà, à qui fait-on la guerre? Et quels sont nos buts de guerre? Et dans la mesure où on n'est pas en mesure de définir nos buts de guerre, on n'est pas en mesure de gagner. Et donc, ces expéditions-là vont forcément arriver de plus en plus à une totale inefficacité. Une efficacité stratégique, elle est patente depuis 20 ans, mais de plus en plus, une efficacité opérationnelle et tactique parce que le contexte est en train de changer. Je suis pas en train de... Voilà, c'est sale, je suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus d'opérations expéditionnaires. Je suis en train de dire qu'elles sont déjà relativement inefficaces et elles vont le devenir de plus en plus. Et que combattre va redevenir une opération, ça va redevenir faire la guerre en fait, et que avec tout ce que ça implique en termes d'investissement en moyens, en termes de mobilisation économique, en termes d'investissement dans le temps, mais aussi en termes de nécessité d'avoir une stratégie, et donc d'avoir des buts clairs face à un ennemi qu'on désigne, chose que nous ne faisons pas. Mais dans les conflits récents, on a trouvé des moyens de limiter les pertes, du côté américain notamment, c'est de faire combattre des locaux, des Kurdes, etc. Donc, au début après 2001 en Afghanistan, on a fait combattre l'Alliance du Nord, les Tadjiks, etc. Et on est arrivé, les Américains sont arrivés in fine pour clôturer l'affaire, pour essayer de la clôturer, ce qui n'a pas été le cas. Donc on fait combattre en fait des supplétifs. Oui, alors le fait de combattre des supplétifs, ça résout une partie du problème tactique immédiat. Alors pour des raisons différentes, effectivement, entre ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, et ce qui s'est passé en Afghanistan. En Afghanistan, les Américains avaient l'avantage de bénéficier, sans contestation possible de la part des talibans, d'une suprématie aérienne absolument totale. Donc en fait, ils avaient la liberté d'opérer un peu comme ils voulaient au-dessus de l'Afghanistan et donc d'insérer des équipes de forces spéciales un peu partout, mais aussi de rendre ces supplétifs surpuissants. Parce que l'Alliance du Nord, qui était une force d'infanterie légère avec 2-3 vieux chars soviétiques et quelques armes lourdes, s'est d'un seul coup retrouvé à avoir à sa disposition l'US Air Force, qui a évidemment démultiplié ses capacités militaires. En Syrie et en Irak, c'est un peu différent. Il y avait une volonté, il y avait l'impossibilité de s'engager de manière aussi massive. Il y avait des contraintes politiques qui n'étaient pas les mêmes. Il y avait aussi des zones où la coalition n'évoluait pas trop parce que les Russes étaient aussi présents. Donc on était sur une nécessité d'utiliser des supplétifs parce que ça permettait aussi politiquement, là cette fois-ci, et pas seulement tactiquement, de limiter l'engagement. Pour autant, le problème quand on utilise des supplétifs, et on l'a vu et en Afghanistan et on le voit et on continue de le voir en Syrie, c'est que celui qui est au sol, c'est celui qui a l'agenda politique. Si vous n'êtes pas en maîtrise du territoire, vous pouvez retirer vos billes à vos supplétifs, c'est-à-dire dire désolé, je ne vous appuie plus. Et dans ce cas-là, effectivement, leur situation stratégique à eux se dégrade. C'est ce qui s'est passé avec les Kurdes, où on a dealé malgré tout avec les Turcs et on les a lâchés.
ils auraient dû s'y attendre, j'ai envie de dire, parce que c'était à peu près prévisible, mais en tout cas on les a lâchés, et ça a changé leur situation stratégique sans nécessairement changer la nôtre. Par contre, quand on est dans un cas comme la Libye, par exemple, la Libye c'est un cas intéressant. Qui décide de l'agenda politique en Libye? Ce ne sont pas les puissances extérieures, ce sont celles qui s'impliquent directement. En Syrie, quand les Russes sont intervenus, ils ont pris des options politiques. L'intervention des Turcs actuellement en Libye leur permet de prendre des options politiques, mais parce qu'ils sont présents sur le terrain. Alors oui, c'est pas eux qui sont nécessairement en première ligne, quoique. Mais la présence est nécessaire pour pouvoir peser politiquement. Si vous vous contentez d'appuyer un allié avec votre puissance de feu, c'est quand même à la fin l'allié qui décide des options politiques qui sont prises. Et celles-ci ne vous conviendront pas forcément. Et donc il y a toujours cette problématique. Je vais prendre un autre exemple. Qui est un exemple évidemment qui a priori a pas grand chose à voir, mais en fait c'est exactement la même situation. Le poids politique des Anglo-Américains avant le 6 juin 1944 dans la coalition n'est pas le même que leur poids à partir du 7 juin 1944. C'est-à-dire, tant que le second front n'est pas ouvert, et Staline et l'armée rouge qui fait office de proxy, de supplétif, puisque c'est eux qui combattent les Allemands. Dès lors que les alliés anglo-américains s'engagent aussi directement en France contre la Wehrmacht, la situation politique s'altère, puisque vous avez deux partis qui sont en mesure de prendre des gages sur les territoires. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Staline, lui, commence à rentrer dans une logique de compétition avec ses alliés pour définir l'après-guerre. Alors, je renvoie à ce qu'on disait sur Eisenhower tout à l'heure. Lui comprend tout de suite que ça change le contexte politique, là où les alliés le comprendront beaucoup plus tard. Mais on voit bien que ça a un impact politique immédiat, au-delà de l'impact militaire. Tant que les seuls engagements des alliés, c'est les bombardements contre l'Allemagne, la situation politique n'est pas la même. Et on voit bien qu'il y a toujours cette problématique-là. Et ça, c'est pareil, la technologie ne le changera pas. Parce que qu'est-ce qui compte? C'est l'occupation des lieux politiques. Et les lieux politiques, ce sont toujours des lieux qui sont au sol. Ce sont des populations, ce sont des institutions, ce sont des territoires. Et c'est bien ça c'est bien cet enjeu-là sur lequel il s'agit de peser. Et a fortiori, et je terminerai là-dessus sur cette question des guerres par supplétif, parce que je vois qu'il y a des mains qui se lèvent et qu'il y a d'autres questions. Le fait de ne pas définir des buts, de ne pas les définir clairement, lorsque vous agissez par l'intermédiaire de supplétifs, méfiance à les appeler supplétifs. Si nous ne définissons pas nos buts, eux, en revanche, définissent les leurs. Et donc, comme la nature hors du vide, à la fin, ce sont les leurs qui vont s'imposer. Encore une fois, on l'a vu en Libye, où, faute d'avoir bien défini ce qu'on voulait faire, on a créé une situation de chaos intégral, parce que les gens sur qui on s'appuyait, eux, avaient des objectifs, mais c'était pas nécessairement les nôtres. Idem avec ce qui s'est passé en Irak, où les Américains ont misé en Afghanistan, où les Américains ont misé sur des leaders locaux qui avaient un agenda politique bien précis, mais qui n'était pas forcément celui qu'on souhaitait déployer. Alors, qui a demandé la parole? Francis? J'ai vu la main de Francis se lever. Non? J'avais levé la mienne il y a un bout de temps déjà. Et puis après, il y a Laurent, je crois. Oui, pardon. Et après, il y a Laurent, il me semble. Merci pour cet excellent exposé. Petite question. En tant qu'informaticien, il y a une forme de guerre relativement récente qui m'intéresse peut-être plus que les 3 autres grands terrains, on va dire conventionnels, même si c'est pas le terme adéquat. Qui a un nom qui, je pense, doit vous déranger. Cyberguerre n'est pas un terme je considère pas ça comme un terme adéquat, mais est-ce que vous pensez pas que l'ultra-technologie qu'embarquent les grandes puissances, et vous dites même les puissances même maintenant qui ne sont plus des superpuissances et qui ont les moyens de se payer du low cost,
n'est pas devenu un point faible. C'est-à-dire que, à force d'avoir trop de technologies faites par quelques grands groupes, majoritairement américains si on se base sur l'OTAN, enfin, je pense plutôt à l'OTAN, n'est-il pas devenu plutôt un point faible? C'est-à-dire qu'en gros, les Américains ont un moyen de, pas de punir, mais de nuire à ses alliés directs, que ce soit les Anglais, enfin en gros tout le consortium de l'OTAN, et pas plutôt juste devenu un désavantage sur le long terme. Sur le court terme, ça peut être utile pour déstabiliser une zone ou potentiellement un acteur défini, mais est-ce que sur le long terme, c'est pas plutôt dangereux? En tant que, je parle pour d'un point de vue purement français. Alors, le modèle, dès lors que la technologie est au cœur des outils militaires, ce qui est évident, c'est que la préoccupation permanente doit être celle de la maîtrise des technologies dont on a vraiment besoin. C'est le choix français, encore une fois. Je veux dire, on a parlé de la dissuasion tout à l'heure, mais au-delà de la dissuasion, l'œuvre gaullienne dans le domaine de la défense, c'est l'indépendance nationale, c'est l'indépendance technologique nationale. C'est cette idée que la France est l'un des rares pays à avoir la possibilité, la capacité de développer par lui-même ce dont il a besoin. Alors, je tiens quand même à signaler que c'est en train de changer depuis la revue stratégique qui a été décidée en 2017 après l'élection d'Emmanuel Macron, puisque il y a eu une rupture majeure qui est passée complètement inaperçue, mais qui est majeure, qui est qu'à partir de ce moment, la France a choisi de privilégier certaines technologies et d'en abandonner d'autres à des programmes soit en coopération, alors avec d'autres pays européens, soit en s'appuyant sur le recours au marché, c'est-à-dire en acquérant un certain nombre de technologies sur étagère, mais dont on considérait que en fait la puissance publique n'allait plus les défendre, c'est-à-dire autrement dit n'allait plus les financer et achèterait français éventuellement, mais ça n'était pas du tout obligé. Je vous invite à regarder cette revue stratégique de 2017 qui est librement disponible sur Internet. Vous avez un tableau, je ne sais plus exactement où il se trouve, mais il y a un tableau qui indique par catégorie de technologie celles sur lesquelles la France reste souveraine et celles sur lesquelles la France prévoit en fait d'abandonner sa souveraineté. On est dans une rupture stratégique majeure et à mon avis dramatique, parce que ça prouve que les rédacteurs de cette revue stratégique n'ont absolument pas compris que ne pas maîtriser sa technologie, c'était se rendre vulnérable, effectivement, non seulement à des adversaires, mais aussi à des alliés. En fait, c'est bien un calcul financier qui a été fait, c'est de dire il coûte trop cher au budget de l'État de financer une base industrielle et technologique de défense complète. Et donc, en gros, on va choisir les technologies qui, pensons-nous, rapportent le plus à l'export ou nous permettraient d'avoir l'avantage dans des programmes en coopération, et on abandonnera les autres. Je pense que les programmes qui sont lancés aujourd'hui, que ce soit le futur système de combat aérien, donc le successeur des avions de combat, et puis tout le système technique de commandement, de contrôle, de drone qui va autour, et de l'autre côté, le programme qui s'appelle Main Ground Combat System, en français dans le texte bien sûr, qui est le programme de remplacement des systèmes de combat terrestres lourds, qui sont faits tous les deux en coopération avec l'Allemagne, puis désormais pour la partie aérienne avec l'Espagne. Les Français ont choisi de garder la maîtrise de certaines briques, acceptent que ce soit leurs partenaires qui prennent le lead sur d'autres briques, mais en fait, en arrière-fond de tout ça, est en train de se dérouler une compétition commerciale et industrielle colossale dans laquelle il est fort à craindre que la France perde sur un certain nombre de tableaux et perde un certain nombre de capacités technologiques, mais aussi qu'il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui en pâtissent. Ce sont des choix discutables. Malheureusement, ils n'ont pas été discutés. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des armées qui achètent du matériel, et notamment qui achètent du matériel américain, si vous prenez par exemple les armées du Moyen-Orient, ce sont des armées de prestige. C'est pas des armées qui savent faire la guerre. L'armée saoudienne l'a démontré assez bien au Yémen et sait pas faire grand-chose.
la capacité de ces armées-là à réellement faire la guerre n'est pas très grande, et donc du coup la dépendance technologique qui est la leur n'est pas grave, puisque en fait la possession du matériel suffit à l'objectif politique, qui est un objectif de prestige. Par contre, si vous voulez avoir une liberté d'action stratégique, c'était le cas de la France jusqu'à une date récente en tout cas, il y a là la non-maîtrise technologique est un vrai handicap. Et d'ailleurs, il est flagrant de voir qu'au moment où nous abandonnons des briques de souveraineté en la matière, la tendance lourde sur les marchés export d'armement, c'est celle de pays qui demandent au contraire des transferts de technologie, c'est-à-dire qu'on ne se contente plus de leur vendre des matériels, mais qu'on leur vende aussi les capacités scientifiques, techniques et industrielles qui leur permettent de les entretenir, bien sûr, mais aussi de les fabriquer et demain de concevoir leurs successeurs. C'est le cas du Brésil sur les sous-marins, pour parler seulement des pays avec lesquels la France a fait affaire. C'est le cas du Brésil sur les sous-marins, où on leur a vendu, mais fabriqués sous licence sur place, des sous-marins, et ils ont demandé la capacité à produire un sous-marin nucléaire par eux-mêmes. Alors leurs capacités sont réduites, mais voilà. Il y a une volonté. C'est le cas de l'Inde sur le Rafale. Et c'est le cas d'un certain nombre de pays. C'est comme ça que la Chine a rattrapé technologiquement son retard sur l'Occident, par une série de coopérations, en demandant des transferts de technologie et puis petit à petit en apprenant à faire. Un pays qui a une vraie volonté de puissance aura toujours le chemin pour acquérir les technologies qui lui manquent. Il y a un pays qui est assez intéressant à observer là-dessus de ce point de vue-là, c'est la Turquie, qui est réellement engagée dans une dynamique de ce type d'acquisition à l'étranger des technologies qui lui manquent pour essayer de devenir autonome au plan stratégique dans une vision qui est assez proche de la vision gaulienne dans l'absolu. Merci. Alors, Laurent, et puis à nouveau Nicolas. Oui, ce n'était pas la question que je voulais poser, mais je vais continuer une seconde sur ce que vous venez d'expliquer. Donc, cette perte d'indépendance technologique est regrettable, mais avant 2017, elle était réelle et complète. Qu'en était-il notamment de tout ce qui était informatique, système de réseau, pour le guidage, serveur, etc. On avait vraiment une indépendance, y compris à l'époque gaulienne, sur toutes ces questions? Non, alors il y a jamais d'indépendance totale et complète. Enfin, il n'y a pas d'autarcie non plus en matière de technologie, militaire. Et même les Américains, il leur arrive de ne pas maîtriser tout à fait certaines technologies. Simplement, il y avait une volonté d'être maître des technologies qu'on mettait en œuvre, et que si on décidait pour X, Y raison, ou si on n'arrivait pas ponctuellement à en développer certaines, ou si on décidait pour une raison ou pour une autre de ne pas les développer, on avait quand même la capacité, et notamment la capacité scientifique et technique, de s'en doter si nécessaire. Après, la France gaulienne a bénéficié d'un certain nombre de transferts de technologies, notamment américains, y compris dans le domaine nucléaire, on le sait aujourd'hui. Et ça n'a pas entravé le projet d'indépendance nationale. Au contraire, on a fait de la captation technologique qu'on a ensuite su réutiliser. Par contre, ce qui a changé en réalité, ça a été formalisé en 2017, mais ça a changé à partir du livre blanc de 2010. Que avec de 2008, pardon. C'est que la trajectoire du retour dans l'OTAN et cette normalisation française au sein de la famille occidentale, c'est le terme qui est utilisé, je l'utilise entre guillemets, pour ma part je ne le partage pas, c'était de toute façon une trajectoire de renoncement à l'indépendance nationale. Alors qu'en fait, finalement, Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont fait qu'acter ce qui a été initié par Nicolas Sarkozy à son arrivée au pouvoir. Décider de revenir dans l'OTAN, décider que la France n'était plus ce pays singulier tel que l'avait défini le général de Gaulle, mais devait devenir finalement le meilleur élève de la famille occidentale. Encore une fois, c'est le terme qui était utilisé et qui continue d'être utilisé.
avait des implications en termes d'indépendance nationale, d'indépendance, d'autonomie technologique notamment, qui était que, eh bien, dès lors qu'on était dans la famille, on pouvait partager un certain nombre de choses avec la famille. Et qu'il était plus nécessaire d'avoir chacun c'est l'ensemble du panel. C'est un choix qui, encore une fois, politiquement est extraordinairement engageant, qui n'a jamais été réellement discuté sur la place publique. Ça, c'est récurrent en France s'agissant des questions de défense et des questions de stratégie. Mais je crois surtout que c'est un choix qui a été pris sans avoir la moindre conscience de ce que ça avait comme conséquence stratégique. On s'est surtout dit, finalement, c'est nos alliés et puis ça va nous permettre de faire des économies. Il y a eu un certain nombre de calculs extrêmement court-termistes, appuyés sur un fonds atlantiste notamment assez puissant, mais qui car lui pour le coup est une vraie option politique et une vraie option stratégique, mais c'est finalement la revanche de Raymond Aron sur De Gaulle et ceux qui ont conçu notre doctrine de défense. Et donc, et c'est pas un hasard d'ailleurs si dès cette époque-là, dans les années 2008, il y a eu un certain nombre de discours, voire de tribunes, notamment une qui a été co-signée par Alain Juppé, qui a été quand même ministre de la Défense et Premier ministre, qui plaidait pour finalement l'abandon de l'arme nucléaire parce qu'on voyait plus très bien à quoi ça pouvait servir. Donc, on voit que vous avez, c'est quand on pense que c'est quand même quelqu'un qui aurait pu être candidat, qui a été candidat à la candidature à l'élection présidentielle, on aurait pu avoir un président de la République ayant écrit une tribune pour abandonner l'arme nucléaire. C'est quand même des choix assez dimensionnants, je pense, quant à la destinée de notre pays, parce qu'à la fin, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Nicolas. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est que vous parlez dans un certain nombre de chapitres sur l'éducation à la stratégie, la montée à la stratégie, je crois que c'est le terme que vous utilisez, en disant qu'il y a un véritable déficit comparé à d'autres époques, notamment à la République romaine, vers une sorte de cursus honorum stratégique où on aurait vraiment des politiques qui disposeraient d'une véritable vision d'ensemble sur les questions militaires et sur une grande stratégie nationale. Selon vous, comment cette forme d'éducation-là, elle pourrait se faire par une institution dédiée, par une sorte de cursus spécifique? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la forme que ça pourrait prendre? Alors pas en détail, non, parce que c'est vrai que même si j'utilise l'exemple des élites romaines, la nature des élites romaines est une nature plutôt aristocratique, et donc c'est quand même plus facile quand vous savez déjà à l'avance qui va prendre les hautes fonctions de l'État. Ça permet d'organiser ça de manière assez facile. Je pense pour autant dans une société comme la nôtre, on pourrait tout à fait intégrer la stratégie comme une des matières obligatoires finalement, ou un des champs obligatoires de l'ensemble des études supérieures, en tout cas au moins de celles des écoles qui sont plus particulièrement destinées à former les cadres de la nation. On pourrait faire de la stratégie à l'ENA, par exemple. Ça serait pas du tout aberrant, ça serait même assez logique. On pourrait tout à fait familiariser les Français et au-delà des cadres à ces problématiques-là. Pourquoi pas dès le secondaire et notamment par l'enseignement de l'histoire. Mais ça suppose pour ça d'avoir conscience que c'est un sujet. Or, ça se heurte. Faire de la stratégie, c'est accepter que la nature des relations humaines et la nature des relations internationales en particulier est une nature plutôt conflictuelle. Ça suppose de penser que la guerre est une hypothèse. Pas forcément l'hypothèse qui va l'emporter, mais c'en est une. Ça suppose aussi, pour faire de la stratégie, il faut avoir d'immenses exigences politiques.
Et donc, ça met ceux qui seraient susceptibles de mettre en place un enseignement de la stratégie face aussi à leurs propres limites dans la définition d'une politique. Donc, je crois que personne n'a envie, tant est que personne n'a envie aujourd'hui d'enseigner la stratégie à qui que ce soit, parce que ça suppose de remettre en cause, ça suppose de remettre en question non seulement un certain nombre de paradigmes discutables sur la nature, je dirais quasiment la nature humaine, mais en tout cas à minima la nature des relations internationales. Et puis surtout, si vous commencez à avoir un peuple qui se familiarise avec la stratégie, déjà que les Français ont la réputation d'être des raisonneurs, ça va devenir encore pire. Imaginez si le vide stratégique, le néant stratégique dans lequel on vit aujourd'hui commence à devenir une préoccupation politique d'au moins une petite portion des Français. Ce serait absolument dramatique. Donc évidemment, personne n'a envie de faire ça. J'ajoute que pour enseigner la stratégie, il faut avoir des gens qui ont la capacité de l'enseigner. Déjà, il faudrait commencer par former à la stratégie des gens susceptibles de l'enseigner. Donc non, on a un vrai problème. Après, la stratégie reste un art. Ça s'enseigne jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il y a aussi une part de talent, voire de génie. Hein. Klaus Witz consacre un chapitre, il n'est pas le seul à la question du génie. Et il y a donc une part qui ne s'apprend pas, mais ce qui est certain, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que dès lors qu'on a chassé complètement ces problématiques-là du champ de nos préoccupations au sein de notre société et du champ de ce que nous enseignons, on a aussi des élites aujourd'hui, parce que le problème ne date pas d'hier, on a aussi des élites aujourd'hui qui sont complètement incompétentes sur ces problématiques-là. Et qui donc, quand elles sont confrontées aux problèmes stratégiques, parce qu'eux, ils continuent de se poser, bien évidemment, sont déjà complètement désarmés. La situation dans laquelle on vit, qui est une situation où on a de plus en plus de défis internationaux, de défis politiques, de défis stratégiques, est une situation particulièrement dangereuse parce qu'en face, nous ne sommes pas en mesure de définir notre stratégie, mais même, je dirais, de définir une politique étrangère qui se tienne. Et je vous renvoie à l'interview assez hallucinante d'Emmanuel Macron dans, je crois, Le Grand Continent, qui est sur sa politique étrangère. Je crois, Bertrand, vous avez consacré un texte à cette interview. C'est quand même assez dramatique. Oui, c'est hallucinant, oui. C'est quand même assez dramatique. C'est l'antithèse de quelqu'un qui pense en termes de stratégie. Voilà, chers amis, eh ben, on va s'arrêter sur ce constat désolant, mais ce qui ne nous empêche pas de travailler et d'inciter nos amis à étudier les questions de stratégie.